messieurs, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Je vous remercie au nom de toute l'équipe de la librairie Gallimard d'être venus aussi nombreux, malgré le temps, pour ce fil de mémoire Jeanne Orient. Jeanne Orient est juste à côté de moi. C'est grâce à elle si nous sommes tous réunis ce soir autour de ce livre. Je ne saurais trouver les bons adjectifs. Les filles de Birkenau aux éditions Les Arènes. Je remercie aussi cet éditeur pour sa coopération et sa présence ce soir. Et merci David Teboul, surtout de votre présence, pour votre travail. Vous êtes cinéaste, vous avez conçu plusieurs documentaires, notamment sur, et avec Simone Weil. Vous avez déjà écrit au moins 2 livres aux arènes sur Simone Weil et Simone Weil et ses sœurs. Et vous êtes ici pour, on va parler de ce livre indispensable. Voilà, vous avez recueilli les propos retranscrits, vous avez rencontré ces 4 filles. On va les citer tout de suite, elles ne sont pas là, elles sont mais tellement présentes ce soir avec nous. Isabelle Choco, Judith Elkann-Hervé, Ginette Kolinka et Esther Seno. Vous les avez rencontrées? Oui, je les ai rencontrées. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce moment. J'ai choisi d'abord la chanson de Barbara Göttingen parce que ça me renvoie à un souvenir, à 2 souvenirs. Un souvenir qui est lié à la déportation il y a 25 ans. Une femme importante pour moi, Ruth Kluger, qui est une survivante d'Auschwitz, née à Vienne, et qui est, après la déportation, elle est rentrée à Vienne et elle a immigré aux États-Unis. Et en 2002, à la FNAC, il y avait un garçon, dont j'oublie le prénom sud-américain, qui organisait des rencontres d'une qualité exceptionnelle. Et il avait invité Ruth Kluger, qui était de passage à Paris, pour la sortie de son livre, Refus de témoigner. Et Ruth Kluger, à la fin de sa vie, a donné un important séminaire à Göttingen. Elle n'était pas revenue pendant très longtemps dans ce territoire linguistique. Je parle de territoire linguistique parce c'est une femme qui s'est réappropriée sa langue maternelle aux États-Unis et qui s'est posé la question de comment peut-on aimer une langue maternelle qui est la langue du meurtre. Cette femme est devenue un grand professeur aux États-Unis et une figure, parce que chaque pays a ses figures de la déportation. Aux États-Unis, ce ne sont pas les mêmes qu'en France. Cette femme était une figure à la fois aux États-Unis, très écrasée par une autre grande figure, Elie Wiesel. Et c'est une femme qui a aussi écrit sur la condition d'être une femme survivante des camps. D'être une femme survivante des camps. Et puis cette rencontre, c'est Simone Weil d'ailleurs qui m'avait incité à aller dans cette table ronde, et nous n'étions que 10. C'était très décevant, vous imaginez. Nous étions que 10. Et ce garçon a eu l'idée extraordinaire de diffuser dans toute la FNAC, pendant toute cette intervention, nous n'étions que 10, cette chanson de Barbara. Et elle s'en est pas rendue compte, c'est en quittant la FNAC, dans les escalators, tout d'un coup, elle entendait cette chanson de Göttingen. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, qui a toujours été présent en moi. Donc je tiens à vous remercier d'avoir accepté de diffuser là, dans ce moment un peu étrange, où les gens cherchent une place, ne savent pas s'ils vont rester ou pas, trouvent que cette introduction est trop longue, tout ça. Que l'ennui nous rattrape tous. Même quand c'est intéressant. Et donc, Göttingen, voilà, je voulais vous remercier parce que c'était un hommage
pour moi qui est important parce que quand j'ai rencontré Simone Veil, tout ça est à voir avec les films Birkenau. J'avais une culture très lanzmannienne. Ce qui intéressait Claude Lanzmann, c'est le sujet de la mort, le sujet des témoins directs dans les camps de l'extermination. Et moi-même, j'avais aussi un rapport compliqué à qu'est-ce qu'on peut faire après Claude Lanzmann, qui est le travail le plus remarquable, le plus important, le plus fondamental. Et donc, je me suis toujours méfié de ce que je faisais. Et Simone, ça a été une autre histoire, mais je ne l'ai pas abordé comme un film sur un travail sur le système concentrationnaire, ce qui est très différent. Et que dans une période où on est, mais alors, dans une inflation de témoignages, tout le monde veut choper, j'emploie ce mot pas très beau, ce verbe, le dernier témoin. Je me suis toujours interrogé sur la question, qui était la question de Rotluger, la relation du kitsch et de la Shoah. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est dire les choses, qu'est-ce que c'est qu'enregistrer un témoignage. Et moi, je me suis interrogé sur qu'est-ce que c'est, à mon âge, en 2024, 2022, 2023, interroger des survivants qui ont presque 100 ans. C'est une question aussi, parce que le témoin n'énonce pas la même chose en 1950, en 1970, en 2025, et les grands témoins, en réalité, les grands témoins de la Shoah sont morts. Les grands témoins, ceux qui étaient aux avant-postes de l'extermination. Et donc, j'ai traité ça d'une autre façon, mais avec cette modestie de ne pas aborder le système concentrationnaire, qui est une autre question. Et donc, les filles de Birkenau, c'est une drôle d'histoire. J'avais filmé ces 4 femmes pour une sorte de hors-champ, pour un film sur Simone Veil et ses sœurs. Une sorte de hors-champ. J'aime beaucoup faire des hors-champs. Et en fait, je ne les utilise jamais. Ça a des incidences en termes de production parce que c'est souvent les séquences les plus chères. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, je mets une attention à ces hors-champs. Et puis, je n'avais pas regardé ces images parce que ça correspondait à rien par rapport au travail que je faisais sur Simone Veil et ses sœurs. Et puis, plus tard, j'ai regardé et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui m'a intéressé. Évidemment, la vie de ces 4 femmes m'a intéressé. Évidemment qu'elles sont exceptionnelles. Évidemment, on ne va pas tomber dans tous les poncifs de dire que tout le monde est exceptionnel. Évidemment, tout ça est acquis dans cette salle. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'est-ce qu'elles peuvent encore se dire 80 ans après. Qu'est-ce qui reste 80 ans après? Qu'est-ce qui se produit quand on a vécu la même chose et qu'on partage un moment, ce moment-là, on n'a pas la même patience. Quand vous interrogez un survivant, il va vous raconter son histoire ou pas, mais s'il vous la raconte, mais il ne va pas dire la même chose avec un déporté qui a vécu la même chose. Les déportés sont agacés par le récit des autres déportés. Ils sont irrités, ils sont fatigués d'entendre quelque chose qu'ils ont vécu et qui, inévitablement, que chaque individu interprète des événements avec sa propre personnalité. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est ce qu'elles pouvaient se dire ensemble, ou pas. Voilà. C'est comme ça que j'ai travaillé, et c'est comme ça que quelque chose s'est produit, d'abord dans un film, où j'ai voulu organiser un 2e déjeuner à la campagne, comme ça, une sorte d'amour comme ça pour les paysages très français, enfin un paysage avec des fleurs, à la fin du printemps, au début de l'été, je crois. Je ne sais même plus, je crois que c'est à la fin. En tout cas, à ce moment-là, je me suis dit, je vais voir quelque chose de... Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me permettre, à ce moment-là, de raconter quelque chose avec elle après, c'est-à-dire ce que je vais avoir envie de les rencontrer après. Et j'ai eu envie à la fois de faire ce film,
où elles étaient ensemble, ensuite de les rencontrer après. Et puis après, un film, c'est toujours un format, ce qui est normal. C'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup le théâtre, ça dure 4 heures, 5 heures. Parfois on dort, mais c'est extraordinaire, on pense à plein de choses, et puis on rebondit, tout ça. Dans un film, c'est pas possible. Les mécanismes d'un film sont... Et donc, le livre me permet d'approfondir quelque chose que le film ne permet pas, mais le film donne autre chose. Et donc voilà, ça a été d'abord une aventure avec une productrice, alors c'est une productrice une équipe de production, France Télévisions d'ailleurs, qui m'a tout de suite accompagné. Et après, j'ai fait ce travail, ce livre, mais voilà. Et ce livre, moi, je suis très attaché pour plusieurs raisons, mais une raison, c'est que je pensais être fatigué d'entendre des témoignages. Parce qu'on en entend beaucoup. Et que tout le monde était... Et finalement, en relisant le livre, en écoutant ce qui se produit dans le livre et ce qui se produit dans le film, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse. Quelque chose d'autre. Voilà. Et cette chose, c'est l'indicible. C'est très compliqué de dire l'obscénité des camps, de dire la violence des camps, de dire de se souvenir, bon ça c'est normal, parce que le souvenir est un processus très complexe et puis surtout, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'au fond, elles ont presque 100 ans, et donc tout est précis et pas précis, mais c'est dans un témoignage, dans un récit, quelle que soit la nature du récit, il ne faut pas se tromper sur le moment de ce récit. Il faut, quand Claude, je parle encore de Claude Lanzmann, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de Claude Lanzmann. Quand Claude Lanzmann fabrique Shoah, il filme ces personnages de Shoah, ils ont 50 ans. Ils ont 45 ans. Donc c'est pas la même chose. Voilà. Et c'est très important de le dire. Lanzmann ne serait jamais intéressé à ces conversations de femmes. Donc, voilà. Donc c'est très intéressant. Et c'est vrai que je me suis toujours intéressé, avant que ce soit un sujet, j'ai toujours filmé des femmes, et particulièrement des femmes survivantes. Je ne peux pas vous répondre pourquoi. J'ai des idées, mais je ne peux pas vous répondre. Voilà. Est-ce que ça a été facile de les réunir, toutes les 4 ? De les réunir, non. De les filmer, non. Oui, parce que les gens sont toujours amoureux de la caméra. Surtout quand ils disent non. Les gens adorent être filmés. Moi, j'ai jamais eu de problème pour filmer des individus. Je veux dire, les gens, surtout quand vous leur posez des questions qui sont périphériques. Surtout quand vous passez par la périphérie pour aller vers le centre. On ne s'intéresse jamais. En fait, les êtres ont toujours le sentiment, et c'est qu'au fond, il y a quelque chose d'eux qui n'a pas été dit. Et si vous portez une attention, il y a quelque chose qui se produit. Si vous ne cherchez pas l'événement, je ne sais pas, la chose extraordinaire. Comme moi, je ne crois pas à l'extraordinaire, je crois à l'infiniment petit qui peut produire de l'infiniment grand. Donc je m'intéresse au maquillage, au thé, au café, et en parlant de choses qui paraissent, la chronique. Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. C'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours frappé depuis que je travaille sur les survivants. Ça fait quand même plus de 25 ans maintenant. Quelque chose qui est très difficile, c'est pas l'arrestation. En fait, les survivants racontent souvent la même chose. L'arrestation, le transport, la vie avant, l'arrivée au camp, la sélection, et puis plus rien. Et ensuite, la marche de la mort et la libération. Mais il y a un temps qui est un temps sans doute terrible, qui est le temps du camp. Et c'est ça qui m'a toujours donné envie
de savoir comme ça. C'est ce temps-là qui est un temps très compliqué parce qu'on ne sait plus, on n'a plus de repères, on n'a plus rien. Et c'est ce temps tragique de la mort, c'est ce temps tragique d'être les témoins de cette... au fond, non pas du processus d'extermination, cette violence, cette chose-là. Et cette chose, elle est irracontable. Très peu des récits d'après-guerre, parce qu'après-guerre, les gens, les déportés n'ont pas eu le temps de reconstruire leur témoignage, et qu'il y a quelque chose de cette... quelque chose de la barbarie qui n'est pas possible après. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est une introduction. Je me suis autorisé de vous dire tout ça parce que c'est comme ça qu'on peut aborder les filles de Birkenau. Je vais un peu de lecture, si vous le voulez bien. Alors il y a 2 citations. Vous y tenez, vous me demandez de oui, les lire et de citer. Une autrice, pour moi, qui est fondamentale. Voilà. Alors la première. On m'a souvent dit que c'était le soleil trop fort pendant toute l'enfance, mais je ne l'ai pas cru. Marguerite Duras, L'amant. Formidable. C'est un auteur que j'aime beaucoup, et avec lequel j'ai grandi. Et dans la vie, vous avez parfois des dettes, des belles dettes. Voilà. Deuxième citation, deuxième auteur. Essayez d'écrire, comme la plupart des revenants, ce que nous avions vécu, ce qu'on nous avait fait vivre, ce voyage. En allemand, on dit Erfahrung, expérience, et Fahren, voyager. Anneliese Stern, le savoir déporté. Personnalité que j'ai connue et qui était difficile. Et c'est vrai que en allemand, c'est très intéressant. L'allemand est toujours intéressant quand on le maîtrise parce qu'il découpe les choses. Et il y a une sorte d'incarnation dans la langue allemande, dans les mots, dans la fabrication des mots. Et c'est vrai que c'est une expérience et un voyage. C'est les deux à la fois. Cher David, je vais lire l'introduction, les 3 pages voilà, que vous avez signées juste avant donc, les retranscriptions dans votre livre et le témoignage. Après, oui, oui, non, mais juste avant dans le livre. Avant, ouais, je fais ça toujours au dernier moment. Au dernier moment. On dit qu'il est bon de se souvenir que c'est un exercice nécessaire de la conscience. Cela n'a rien d'étonnant, car la mémoire est d'une certaine manière la plus juive des activités, comme l'écrit l'autrice américaine Ruth Kluger. Quand j'étais enfant et que je ne comprenais rien au judaïsme, je célébrais pour la Pâque juive la sortie d'Égypte, je déplorais la destruction du temple. C'est d'abord par cette mémoire collective que je me suis senti juif. Plus tard, les récits des survivants de la Shoah ont remplacé ces événements historiques et une nouvelle Haggadah profane, moderne, s'est substituée à ces récits plus anciens. Le judaïsme est un dialogue permanent avec l'histoire du peuple juif et cette conscience est avant tout d'ordre historique. La Shoah continuera à intéresser les historiens, mais faire vivre la mémoire de ceux qui, de leur vivant, n'ont pas occupé le devant de la scène est aussi un projet ambitieux. Isabelle Choco, Judith Elkann-Hervé, Ginette Kolinka et Esther Seno savent qu'elles sont parmi les dernières à dire l'enfer de Birkenau et de tout un peuple dont personne ne portera plus le souvenir. Une foule proche et lointaine habite en elle. Des souvenirs surgissent, Simone Weil, Marceline Loridan-Evans, Marie Shafir, la psychanalyste Anneliese Stern et Mala Zimetbaum, l'héroïne de Birkenau. Les filles de Birkenau font aussi apparaître d'autres figures restées dans l'anonymat, menacées par l'oubli et le temps. Leurs conversations et leurs récits se contredisent parfois et s'enrichissent souvent,
Elle témoigne d'un souci de précision menacé lui aussi par le temps. Les dates parfois s'estompent dans leur mémoire et j'aime beaucoup ça. Et puis elles évoquent le souvenir d'une fille restée là-bas, d'un cadavre, d'une fille ravissante. Du regard de Simone Veil au camp, Ginette dit qu'il est recouvert par les photographies qu'elle a vues depuis. Esther se souvient avec précision du corps de Fanny, sa petite sœur, couvert de morsures de chien. Toutes le reconnaissent, les conditions du camp n'étaient pas propices aux souvenirs. Ginette Kolinka ne revoit plus les visages de celles qui partageaient son koya à Birkenau. Pour Isabelle Choco, les conditions précises de l'arrivée à Auschwitz sont éclipsées par une scène traumatique. Un homme s'approche et lui murmure en polonais « Attention fillette, au bout du quai, il y a une sélection. N'oublie pas, au bout du quai, à gauche c'est la vie, à droite c'est la mort. Va à gauche, n'oublie pas. » Qu'est-ce que témoigner quand on a plus de 95 ans et que la Shoah est devenue l'affaire des historiens et celle d'une transmission collective? Chacune de celles qui parlent dans ce livre s'exprime avec sa sensibilité, sa violence et sa crudité. Esther, Ginette et Isabelle voudraient témoigner dans les écoles jusqu'à leur dernier souffle, et Judith, pour qu'il est impossible de raconter les disparus. Si je vais dans une école et que je dis mon amie qui était si jolie, qui avait le projet de devenir comédienne, qui l'a connue cette amie? Moi seule, sa disparition est totale. Plus une époque s'éloigne, plus les témoignages se font rares. L'archive et l'archéologie deviennent les seuls outils des historiens. Mais quand il s'agit de l'entreprise de destruction et de déshumanisation la plus acharnée, la plus méthodique de l'histoire, l'enjeu est d'une autre nature. À la tragédie du temps qui s'écoule s'ajoute celle de la justice qui n'a pas été rendue et celle des visages et des voix qui, parce que leur disparition avait été planifiée, ne devaient jamais disparaître. Que reste-t-il 80 ans après avoir survécu à l'enfer d'Auschwitz? Cette parole qu'on a mis tant d'années à prendre peut-elle dire plus encore entre des femmes qui ont partagé la même horreur? Qu'ont-elles à se dire que nous n'aurions jamais entendu? Je lance les invitations. J'organise 2 déjeuners, réunir pour la première fois 4 des toutes dernières survivantes françaises d'Auschwitz. La table est dressée. Au menu, carpe farcie, foie haché, hareng gras et vodka, strudel aux pommes et gâteau au pavot et au fromage. Alors les filles de Birkenau se racontent comme jamais elles ne l'ont fait. Elles se coupent la parole, se mettent à table dans des repas où tout se dit sans filtre, pas besoin. Elles savent d'où elles parlent. Elles ne se connaissent pas ou si peu. Ginette dit « Je ne changerai pas ma vie, j'ai vécu dans la joie, à part pendant la période de déportation. » Elle partage aussi d'autres tragédies. Judith a perdu son fils du sida, son corps décharné par la maladie évince les corps décharnés des camps. J'ai été rattrapée par cette haute tragédie du XXe siècle, le sida. Ginette Kolinka est la seule à être née à Paris en 1925. Esther Seno est née en Pologne en 1928, comme Ginette dans une famille juive de conditions modestes. Le père de Ginette confectionnait des imperméables, celui d'Esther était cordonnier. Judith Elkann est née en 1926 en Transylvanie, dans la ville d'Oradea, alors située en Roumanie. Sa famille appartenait à la bourgeoisie juive, son père était exploitant forestier. Quant à Isabelle Choco, fille de pharmacien, elle est née en 1928 à Lodz, ville polonaise. Aucune ne parlait le yiddish dans l'enfance. La langue maternelle de Ginette et Esther est le français, celle de Judith le hongrois et le roumain, et celle d'Isabelle le polonais. À ces voix se mêle celle de Marie Schafir, née en Pologne en 1923, de parents fourreurs. Au fil de leurs souvenirs, d'autres femmes apparaissent. Anne-Lise Stern, née à Berlin en 1921, déportée depuis la France et future psychanalyste. Mala Zimetbaum, juive polonaise, née en 1918. Elle a été déportée depuis la Belgique, est devenue interprète et coussière.
Lauferin, héroïne de la résistance juive à Birkenau, Mala utilisait sa position pour venir en aide aux déportés. Toutes se souviennent de son histoire, de sa rencontre avec un résistant polonais complice de son évasion, lui habillé en SS, elle travestie en homme déporté. Leur arrestation, la torture, la condamnation à mort et ce geste inouï, Mala se coupe les veines, gifle son bourreau et lui crie devant toutes les filles de Birkenau « Bientôt, vous paierez pour vos crimes ». Tout remonte, tout ressurgit. Ginette demande aux filles si elle est la seule à qui on a proposé un korona, un amant en polonais, un employé nazi le plus souvent. On revient sur des questions essentielles. La vie matérielle au camp. Comment faisait-on pour aller aux toilettes? Est-ce qu'on portait une culotte? Judith se demande pourquoi la merde n'avait pas d'auteur à Auschwitz. Esther et Ginette lui répondent « Mais on vivait dans la merde ». Dans leurs échanges, de figures plus lointaines surgissent, des membres disparus de la famille, des femmes et des hommes rencontrés au ghetto de Lodz ou dans les rues d'avant-guerre, en Transylvanie, en Pologne et à Paris. Ces filles de Birkenau sont au-delà. Elles ne s'expriment pas en héroïnes, répétant leur devoir de mémoire. Pas de rôle, pas de personnage, mais des femmes à table qui vivent absolument le moment présent et s'engagent dans leurs paroles. Elles ont des choses à dire et se donnent les moyens d'y arriver, jusqu'à couper l'autre s'il le faut, s'opposer violemment jusqu'à éclater de rire et entonner ensemble le chant des partisans. On dit que les Juifs aiment raconter des histoires drôles, drôlement tragiques. Plus tard, peut-être les Juifs se raconteront ces histoires et les célébreront comme la sortie d'Égypte aujourd'hui. Qu'en savons-nous? David de Boule. Merci. Elle parle beaucoup, enfin certaines, ces 4 filles. D'ailleurs, avant de continuer, filles plutôt que femmes. Oui, parce qu'elles étaient des filles. Quand elles ont été déportées, elles avaient entre 14 ans et 19 ans, pour Ginette. Elles étaient très très jeunes. Et Marceline Leudan disait toujours qu'on a l'âge de son trop trauma. Et donc quand elles se retrouvent, quand elles parlent du camp ensemble, elles ont l'âge de leur déportation. C'est ça qui est extraordinaire. Mais quand vous retrouvez un ami d'enfance, un ami de lycée, on ne sait pas pourquoi, vous avez l'âge de la rencontre qui a été... voilà. Donc il n'y a rien d'étonnant. Il se trouve que là, c'est pas n'importe quoi, c'est le camp. Mais c'est banal au fond. On a toujours l'âge des moments importants de sa vie, comme l'enfance, l'adolescence. Ben, quand on retrouve des gens avec lesquels on a partagé des moments, là c'est des moments plus que tragiques, eh bien on a l'âge qu'on avait quand on a vécu ces moments. C'est pour ça que ce sont les filles. D'ailleurs, elles n'étaient pas des femmes, les femmes étaient plus âgées. Avoir 25 ans au camp, c'était des femmes âgées. 35 ans, des femmes très âgées. Les survivantes des camps, la plupart des survivantes avaient entre 15 ans et 20 ans. Les autres ne résistaient pas aux épreuves du camp. Il y a les dialogues, quand elles se parlent, ce premier et ce deuxième repas, et entrecoupé des entretiens. Vous avez eu des entretiens avec chacune des 4, voilà, je pense, de longs entretiens. Oui. Et passionnants, où elles racontent évidemment leur enfance. Pour 2 de ces filles, appelons-les les filles, vous l'avez dit, elles venaient de Hongrie, enfin Roumanie, Hongrie et Pologne. Elles sont, avant d'aller au camp, elles sont aussi passées par le ghetto. Elles ont aussi connu ça. C'est 2 déportations différentes. J'ai eu cette chance, cet accident, c'est d'avoir rencontré 4 femmes qui avaient des parcours très différents et qui venaient de classes sociales très différentes. Et la chance que j'ai eue, c'est que les femmes qui ont été déportées de l'Est appartenaient à des milieux bourgeois. Donc elles parlaient l'allemand ou le hongrois ou le roumain ou le polonais.
Ce qui n'est pas le cas des juifs pauvres, des shtetl, qui ne parlaient pas ces langues. Et les deux Françaises qui interviennent dans ce travail sont d'origine polonaise, mais sont nées... Gine est née en France. Esther n'est pas née en France, mais elle est arrivée à l'âge d'1 an en France, donc c'est pareil. En tout cas, voilà. Et donc, ce sont des déportations, des récits d'avant, qui sont très différents. Les conditions de vie dans ces pays étaient différentes que les conditions de vie en France. Et surtout, l'après-guerre est très différent parce que les mondes, la Transylvanie juive, la Pologne juive, l'après-guerre n'existe plus. Les deux Françaises retrouvent un pays, la France, des structures qui sont encore là. Donc c'est deux choses très différentes. C'est des récits très différents. Il y a Ginette qui, parmi tout ce qui est marquant dans ce livre et dans le documentaire, qui interpelle Judith et Isabelle, parce que leur demande, Judith et Isabelle ont été déportées avec leur mère. Elles étaient ensemble dans les camps, elles étaient, voilà, mère et fille ensemble. Et Ginette, je me souviens, à un moment donné, demande si c'est comment elles ont fait pour être ensemble, si elles n'avaient pas peur, parce que Ginette, elle dit, je préférais être seule, être toute seule dans le camp, et ne pas pouvoir penser, être séparée si j'avais été avec quelqu'un, ma mère, voilà. Il y a une remarque qui me vient à l'esprit. Oui. Après, je vais dire ce que je dis habituellement. Mm-hmm. Mais il y a une remarque qui me vient à l'esprit. C'est qu'au fond, quand des êtres arrivent au terme de leur vie, quand ça s'est plutôt bien passé, quand ils sont réconciliés avec leur vie, ils sont toujours satisfaits de leurs conditions. Ils disent au fond, j'ai une belle vie. Au fond, voilà. Donc il y a cet aspect qui intervient, ça c'est sûr, mais les déportés qui ont été déportés avec leur mère, souvent, dans les récits, ont été sauvés, ce qu'elles disent, de cette présence maternelle, parce c'était difficile de survivre au camp seul. Et les déportés qui ont survécu sans leur mère disent qu'elles n'auraient pas aimé être confrontées à la violence du camp et à l'épreuve de la relation, pour la relation mère-fille du camp. Donc c'est toute la discussion. Ginette demande une chose qui est vraie. Est-ce qu'une mère partageait sa soupe? Voilà. Est-ce qu'une mère... c'est-à-dire que le camp produit une telle déshumanisation que cette déshumanisation a des effets sur la relation mère-fille. Voilà. C'est une obsession qui revient beaucoup chez les survivants. C'est-à-dire, oui, maman était là, puis d'autres disent, ben oui, mais... on n'a jamais entendu un déporté dire, maman n'a pas partagé ce soupe, parce que c'est impossible. C'est pas impossible de le lire, c'est possible que ce soit produit, parce qu'on était dans un univers de déshumanisation absolue. Au point où la mère de Judith, pendant quelques instants, ne reconnaît pas sa fille. Parce que... Alors Judith, qui est un peu sophistiquée, dit c'était comique parce qu'on était déguisés, tout était improbable. Tout était... on est dans un monde, un hors-temps, un monde totalement... et donc voilà, la relation mère-fille, d'ailleurs, ça a produit des choses assez kitsch, hein, d'ailleurs. Le choix de Sophie, qu'on peut aussi analyser comme une œuvre totalement contestée. On peut tout à fait considérer comme une œuvre au sens que définit Ruth Luger kitsch. Mais voilà, c'est pas rien. C'est une question importante, la question des mères et des filles dans les camps de femmes. Parce que les solidarités ont bien fonctionné quand les gens étaient politisés. Dans les camps, il y avait des réseaux de solidarité quand les gens avaient eu des engagements, particulièrement au sein au sein des mouvements co-communistes, il y avait une solidarité. Mais quand les gens se retrouvaient comme ça dans des camps,
connaissant personne, n'ayant pas d'amis, n'ayant... Ça, c'est intéressant. Comment vous faites pour vous protéger? Parce que, au camp, la menace était en permanence. Il y avait la menace, évidemment, des SS, qui était bon. Mais il y avait la menace, tout simplement, qui existait à l'intérieur du camp. Vous imaginez bien, quand les gens ont faim, sont dans des conditions extrêmes. C'est ça qui a été difficile après, pour les survivants. C'est-à-dire que le système nazi est tellement un système tellement, oui, tout à fait pervers, qu'au fond, c'était difficile de parler de ça. Quand on arrive à Auschwitz, et quand on est submergé par tous ces récits de survivants, on a le sentiment que beaucoup de déportés sont restés au camp. Mais il faut savoir que plus de 90% des gens sont restés que quelques heures dans les camps. Ils ont tout de suite été à la chambre à gaz. Et que dans les moins de 10% qui étaient dans les camps, seuls moins de 5% ont survécu. Donc c'est important. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça a changé parce que les gens qui faisaient visiter Auschwitz n'abordaient pas ça comme ça. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, à force d'entendre ces témoignages, à force d'être intéressé, c'est normal par ces témoignages, ça peut donner le sentiment que beaucoup de gens sont restés au camp, à l'intérieur du camp. Mais c'est faux. Voilà. Alors, je vous prie de m'excuser pour cette petite digression, mais c'est important quand on travaille sur le témoignage, pour ne pas être dans une confusion sur le témoin. Le survivant survivre est un accident. Le destin des déportés, c'était de finir dans les chambres à gaz. Et c'est ce qui s'est produit, à 95%. Ensuite, les déportés ont fait cette longue marche de la mort, et ceux qui ne l'ont pas fait, et même après, beaucoup de déportés sont morts. Je veux dire, donc tous ces gens qu'on croise encore, comme ces 4 femmes extraordinaires, c'est des accidents un siècle plus tard, enfin qu'à 80 ans après. C'est des accidents. Ginette le répète tout le long de ses entretiens et des discussions avec les 3 autres filles. Elle dit souvent « j'ai eu beaucoup de chance ». J'ai eu beaucoup de chance. Oui. Et oui, et c'est Ginette aussi, tout est dit dès le début, le jour où elle arrive au camp, rasée, la douche, elle a dit, je suis arrivée, j'étais une personne, j'étais un être humain, et au bout de quelques heures, je n'étais plus. C'est voilà, le processus de déshumanisation. Et elle raconte aussi comment elle avait pu survivre. Elle a dit, je voyais une jeune fille morte le matin, ça ne me faisait rien, ce n'était pas moi. Elle le dit vraiment, voilà, ça ne faisait rien, voilà, c'était pas moi qui était morte, moi j'étais toujours là, voilà. C'était ce processus, oui. Oui, parce que Ginette, elle a un rapport absolu à la vérité. C'est une chose extraordinaire. Mais moi, je suis aussi fasciné par la capacité de réhumanisation après les guerres. Cette capacité de déshumaniser, et cette capacité de se réhumaniser après la libération des camps. Cette épreuve que le nazisme a fait subir aux êtres humains, c'est quelque chose de fascinant parce que il y a un autre exemple dans le livre qui m'a beaucoup touché, mais qui revient au propos de Ginette, c'est quand Judith, qui aimait beaucoup sa tante, cette tante meurt dans le train, on lui annonce à l'arrivée à Auschwitz que cette tante s'est suicidée, elle n'a aucune émotion. Elle est déjà déshumanisée. C'est-à-dire qu'elle ne ressent rien. Et c'est des années plus tard, enfin c'est après la libération, qu'elle va éprouver du chagrin et de la tristesse. Et ça, on touche à l'indicible. C'est-à-dire dans ces 2 exemples, mais l'exemple de Judith, enfin, ce que raconte Judith, me bouleverse beaucoup parce qu'elle n'est pas encore entrée au camp. Le voyage est déjà une introduction, j'allais dire une introduction enfin, on est
on bascule dans un autre monde. Et ces femmes, pour survivre, elles ont des fonctionnements très différents. Ginette, elle a un fonctionnement extraordinaire, c'est cette capacité à ne pas voir. Et c'est une forme de survie, de survivance, enfin, je veux dire, donc, voilà. Mais c'est vrai que cette... moi, je me suis beaucoup... C'est drôle, parce que je me suis beaucoup... j'ai toujours été un... C'était la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai filmé plutôt des femmes, je crois. C'est que le camp, la violence, il y avait des femmes dans les camps qui dirigeaient les camps. Mais c'est quand même... Le camp, c'est quand même un caractère viriliste. J'aime pas employer ce terme parce que ça correspond pas à mon âge. Mais c'est vrai. On est dans un monde d'hommes. Les femmes, il n'y avait pas... Enfin, les femmes qui exécutaient des atrocités au camp, elles étaient sous la direction d'hommes. Et je me suis toujours demandé, moi, après-guerre, comment... Ça m'a toujours... c'est peut-être pour ça que d'ailleurs j'ai filmé des femmes très tôt, c'est parce que je me suis demandé comment on pouvait se réapproprier son corps. Comment on pouvait aimer un homme. Comment on pouvait avoir une relation sensuelle, je ne sais pas, enfin une relation après avoir subi tout ça. C'est une chose qui est extraordinaire. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a la déshumanisation, mais il y a cette rapidité, cette extraordinaire cette rapidité avec laquelle on se réhumanise, ces femmes sont réhumanisées. Et les gens qui ne sont pas réhumanisés, il y a eu beaucoup de gens qui se sont donné la mort dans les années 50-60. On n'en parle pas parce que c'est un sujet tabou, mais beaucoup de gens n'ont pas réussi à vivre après. Et il y a eu beaucoup de suicides. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont eu le sentiment de ne pas avoir été bons au camp. Et c'est pas une histoire d'être bon ou pas bon, c'est parce que le système était d'une telle perversité. C'est très compliqué de porter une évaluation de cet ordre-là aujourd'hui. Mais ces déportés-là, elles ont survécu à tout ça. Aux problèmes de santé, parce qu'on oublie aussi tous les déportés qui ont eu des problèmes de santé pendant très longtemps et qui sont morts parce que dans les années 70, ils n'ont pas pu survivre après. Je veux dire, c'est vraiment, au sens strict du mot choix, une catastrophe. C'est une catastrophe, au sens biblique du terme. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, l'idéologie nazie rompt avec les liens de la civilisation. Et ces femmes sont les témoins de cette rupture qui est fondamentale pour comprendre le nazisme. C'est comme ça que les filles du Meccano, par une porte qui n'est pas la porte de l'histoire, nous permettent de comprendre ce qu'était le nazisme. Par une autre porte. Mais qui est intéressante. C'est la porte de l'intime. Le nazisme, c'est spectral. C'est une idéologie, c'est une vision, c'est une... et qui a été, rarement dans l'histoire, une idéologie de cet ordre-là a été appliquée. Vous avez parlé du retour, ce qu'on peut appeler la reconstruction. Elles reviennent, elles ne sont pas toutes... par exemple, c'est Esther qui se retrouve toute seule. Toute seule, voilà. Certaines retrouvent pas toute leur famille. Et Esther va vivre quand même très difficilement, parce qu'elle va faire une tentative de suicide. Et elles vont se... Voilà. C'est la question de la classe sociale. C'est ça. Ouais. Qui est importante aussi. Qui est aussi importante. Bah, oui, parce c'est que aussi, oui. C'est important la question de la classe sociale. Les nazis n'ont pas détruit ça. C'est-à-dire que la question sociale, c'est-à-dire que... Et la question de la condition. Parce qu'au fond, Ginette vient d'un milieu modeste, mais pas un milieu pauvre. On peut être modeste et pas pauvre. Et on peut être modeste et pauvre. Ginette, elle vient d'un milieu de gens qui avaient une petite entreprise, qui vendaient... C'était des gens installés, la mère était née en France. Esther, elle a perdu quasiment toute sa famille. Elle est pauvre, elle était pauvre avant-guerre. Elle arrive en France, elle ne retrouve plus personne. Ginette retrouve
ses sœurs, sa mère, un appartement, un pays qui, elle était intégrée. Elle faisait du sport. Quand on fait du sport dans un pays, on est intégré, on n'est pas hors. C'est très différent. Judith, c'est différent. Elle vient d'un milieu bourgeois, mais la Transylvanie juive est morte. Déjà, l'Empire austro-hongrois avait été un traumatisme pour ces juifs. Et donc, elle se reconstruit autrement, mais sa mère est là. Elle a quelque chose de perdu, mais elle a quelque chose qui est là, qui est la culture austro-hongroise. C'est difficile pour Judith. Isabelle Choco, la Pologne, Łódź, tout ça, ça n'existe plus. Mais elle est sauvée par son milieu. Et donc, c'est intéressant, c'est que Esther, elle fait une tentative de suicide, comme beaucoup de déportés dans ces années-là. Puis elle rencontre un homme, et puis voilà. Et puis les choses se reconstruisent sur un territoire, disons, conjugal. Mais il y a ce moment-là, elle aurait pu ne plus être là. Puis elle s'est souvenue de sa sœur, parce que sa sœur qui est morte lui avait dit si tu survis, tiens bon et raconte cette histoire. Toute la question de la transmission, qui est un sujet important, qui est un peu galvaudé, parce qu'on n'entend que ça. Mais c'est la question de la nature de la transmission qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on transmet? Pas la transmission. Qu'est-ce que... C'est l'incarnation. Vous pouvez faire écouter à des milliers de gens tous les jours des récits déportés, c'est pas pour ça qu'ils sont... Je crois pas du tout. C'est qu'est-ce que ça raconte et comment ça raconte. C'est pas... Transmission et le... Il faut toujours qu'on invente des trucs comme ça pour faire... Voilà. Pardon. Mais non, surtout pas. Et pourtant, il y a, sur ces 4 filles, il y en a 3, si je dis pas de bêtises, qui allaient régulièrement témoigner dans les auprès de jeunes dans les écoles. Et pour elles, ça c'était très important. Très important. Très important. C'est arrivé tard dans leur vie. Comme elles ont 100 ans, ça paraît... Elles ont commencé à 60 ans. Alors ça paraît énorme, ça fait 40 ans, c'est carrément une vie professionnelle. Oui, professionnelle. Mais bon, il faut savoir qu'elles ont témoigné après, la plupart, à la retraite. Mais c'est énorme avoir 100 ans, être en pleine forme à 100 ans. C'est-à-dire, en général, à 80 ans, on commence à quitter les choses, on va dire. Là, non... Ginette est en pleine forme, elle continue à témoigner. Judith ne croit pas au témoignage, parce que Judith, Auschwitz ne l'intéresse pas. Mais c'est pas inintéressant. Pour Judith, Auschwitz ne l'intéresse pas. Et donc, elle s'est construite différemment. Judith croit à la littérature, à la fiction, elle n'a pas complètement tort, parce que je pense que c'est très compliqué. C'est la littérature, c'est certainement la fiction à terme qui va permettre l'identification et pas le témoignage. Le témoin ne sera jamais aussi puissant, en réalité, que ce que peut produire la fiction et la littérature. Ça, j'en suis convaincu. C'est difficile d'avoir vécu ça et de penser que le témoignage, de mettre en question le témoignage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Lanzmann ne s'est pas intéressé aux survivants. Il s'est intéressé au système qu'il a produit. En s'intéressant au système, il a échappé, disons, au récit du survivant. C'est pas inintéressant. Il faut penser les choses. Il faut toujours interroger les choses.
C'est-à-dire que, voilà, et en échappant au récit du témoin, il a amené le témoin sur la question du système. C'est pour ça qu'on peut regarder 100 fois Shoah et qu'on peut difficilement écouter des heures et des heures de témoignages. Sauf si vous en fabriquez quelque chose. Mais si vous n'avez pas de point de vue sur un témoignage, c'est difficile. À part dire oui, c'est émouvant, oui, c'est terrible, c'est très difficile. Et Judith, bien sûr, aujourd'hui c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, on est confronté aux derniers témoins, et que, voilà, les époques n'aiment pas perdre leur dernier témoin, quelle que soit la nature. C'est comme ça, les époques sont... Il y a une surmédiatisation, mais vous verrez que, je ne sais pas, je suis sûr que dans 20 ou 30 ans, on aura dû... Regardez, est-ce qu'on relit il y a des grands historiens du XVIe siècle, tout ça, est-ce qu'on les lit? Est-ce que c'est comme ça qu'on transmet l'histoire? C'est compliqué. Oui, j'ai une forme de réserve. J'ai même de la réserve sur ce que je fais. Mais c'est vrai, parce que c'est pour ça que j'ai basculé. J'ai pensé faire un objet sur l'indicible. Et j'ai souhaité, non pas être dans un dispositif où le témoin raconte, mais déplacer le témoignage, déplacer le statut du témoin. Parce que il est difficile, ce statut. Je parle du statut du témoin. Je ne sais pas si je réponds à toutes les questions. Si, très bien. Moi, ce qui j'ai trouvé formidable, ce sont les rêves. Judith parle des rêves. Elle dit « Une nuit, j'ai rêvé que je dansais la danse de Scheherazade. » Pourquoi Scheherazade danse-t-elle? Parce que dans les 1001 nuits, le sultan épargne la vie de cette princesse tant qu'elle raconte des histoires. Les rêves, David. Moi, ça m'a toujours intéressé, les rêves. Parce que les rêves, ça permet, quand on se souvient de ces rêves, ça permet de composer avec la vie. Et qu'au fond, il y avait justement, Einstein était chef de bloc. Et avant d'être psychanalyste, elle était très jeune, mais ses parents étaient psychiatres et psychanalystes. Elle a resitué ça dans les années 30. Et quand les filles, elles se réveillaient, c'était à Bergen-Belsen, elle leur demandait, mais elle voulait à tout prix savoir si les filles avaient fait des rêves. Et les filles se souviennent de cette femme qui était chef de bloc, qui était un peu autoritaire. Cette amie, voilà, c'était... Bon. Mais c'est intéressant, les rêves, parce que moi, je demande toujours... Pour moi, c'est une des questions les plus intimes. Il y a une question que j'ai jamais osé poser à Simone Veil. J'en ai posé beaucoup des questions à Simone Veil. Mais j'avais toujours voulu lui poser une question. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « L'aube à Birkenau ». Et puis après, quand vous rapprochez trop des gens, vous commencez trop à les aimer, vous devenez un peu moins intime parce que vous croyez être intime, mais en fait, vous n'osez plus certaines questions. C'est un fait. Et j'avais toujours demandé à Simone Veil à quoi elle, le matin, à l'aube, à quoi elle pensait. Et ça, à chaque fois que j'avais, je dis tiens, il faudrait que je lui pose la question, et au fond, je finissais par trouver que c'était déplacé. Parce que voilà, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre L'Aube à Birkenau, et c'est pour ça que l'installation que j'ai fait au Panthéon s'intitule L'Aube à Birkenau. Parce que qu'est-ce que c'est de se lever dans un camp le matin, où beaucoup de filles sont déjà mortes pendant la nuit, certaines ont été exterminées, que la journée tout est incertain, enfin tout est irrationnel au camp, tout est... voilà. Et oui, les rêves sont importants, et j'ai posé beaucoup de questions sur les rêves. Mais d'ailleurs, dans ma vie, j'ai souvent posé des questions sur les rêves. Mais il ne faut pas les poser comme ça. Il ne faut pas donner le sentiment qu'on s'intéresse à ça. Si vous demandez aux gens à quoi vous rêvez, ils vont vouloir être intelligents, essayer de répondre, trouver un rêve qui est... Voilà, c'est par des détours. Encore une question sur le rêve. Est-ce qu'on rêve en dormant au camp? Est-ce que l'inconscient échappe au camp?
C'est une très bonne question. C'est une question. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. On m'a jamais posé cette question, la question de l'inconscient et du quand, mais je ne peux pas répondre à cette question. Mais la relation, l'inconscient intervient plus tard, ça c'est sûr. Mais c'est un concept difficile à employer quand vous rencontrez des survivants usés de ce concept. Moi, j'ai retenu aussi, par exemple, Judith parle de cette montre que son père si elle lui avait acheté, ainsi que sa mère. Si elle réussissait au baccalauréat, elle l'aurait. Donc, ils l'ont cachée dans un endroit avec la clé. Le père avait la clé. Je n'ai plus le texte ici. Mais la mère lui disait « donne-la lui, donne-la lui ». Et elle se rappelait d'un opéra de Wagner. Et en même temps, elle dit qu'ils ont été dans le ghetto avant les résultats. Donc elle n'a pas eu cette montre. Il y a Esther aussi, qui est très inquiète sur la fin de tout ce qu'elle aimait. Parce qu'elle, dans sa famille, il n'y a plus personne de vivant. Elle dit qu'il y a beaucoup de déportés qui sont peut-être encore vivants, pas beaucoup, mais quelques-uns qui sont vivants en Amérique, en France ou ailleurs. Mais elle, tous ses amis sont morts, soit au camp, soit de vieillesse. Et qu'il n'y a plus personne pour raconter. Et Esther, on a l'impression qu'elle traîne comme une sorte pas de vie maudite, mais jusqu'au bout, elle a ce sentiment d'abandon. Parce qu'elle était déjà abandonnée avant-guerre. Oui. Le camp n'efface pas ce qu'on a vécu avant. Et que Judith elle a grandi dans un milieu très privilégié, avec une maman très présente, un père qui voulait lui offrir une montre, une montre au bac, si elle avait eu son bac. Esther, elle était dans la rue. Bon, voilà, c'est des histoires. Enfin, je veux dire, comment dire, il ne faut pas être dans un déterminisme social, mais il ne faut pas aussi gommer la question sociale. C'est très différent. Aujourd'hui, on est trop dans le déterminisme social et pas assez dans la question sociale. Ce qui me dissocie de certains jeunes gens qui pensent beaucoup et qui sont très présents sur la scène française. J'ai des questions pour vous, si vous le voulez bien, David. Vous êtes cinéaste, réalisateur, documentaliste, écrivain. Vous dites, dans ma première jeunesse, je voulais être metteur en scène de théâtre et d'opéra, photographe, et réaliser des films avec de grandes actrices. J'étais un garçon encombré, qui ne savait pas poser son attention sur un genre plutôt qu'un autre. Alors, êtes-vous toujours ce garçon encombré après tous ces récits ? Oui, je suis toujours aussi encombré, mais différemment. Différemment. C'est vrai que j'aime pas beaucoup parler de tout ça, mais je suis quelqu'un d'inachevé. Parce que je m'intéresse à plein de choses. Et qu'au fond, j'essaie de construire quelque chose avec très peu de choses. C'est abstrait. Mais c'est vrai que le théâtre et l'opéra et la photographie ont toujours plus intéressé que le documentaire. Et pourtant, je réalise des documentaires, mais bon. Mais c'est comme ça. Mais là, je fais des choses, hein, souvent j'ai des projets, tout ça. Mais j'ai pas assez cru en moi. En tout cas, nous, on croit en vous énormément. Et j'ai une autre question aussi. Vous êtes donc, après tout, vous avez fait des heures et des heures de rush, j'imagine. Oui. Et il a fallu couper. Donc, quelque part, vous coupez la parole à votre tour aussi. Comment on le sent ? C'est à la fois très agréable de couper la parole. Oui. Surtout quand l'autre n'est pas là pour vous dire que vous lui coupez la parole. Donc, c'est une jouissance, quand même. Donc, je peux pas vous mentir. Je veux dire, couper la parole, on peut pas tout... D'abord, les gens se répètent beaucoup, même quand ils disent des choses très intéressantes. Ce qui est plus compliqué, c'est travailler avec des vivants. Ouais, ça, c'est une question intéressante. Parce que quand les gens sont plus là, au fond... Il ne faut pas vérifier. Oui, enfin, c'est différent. Mais travailler avec des vivants, c'est autre chose. C'est un engagement éthique, moral, qui existe quand ils sont morts, mais qui n'a pas la même... c'est très différent. C'est pas la même appréhension. Quand vous travaillez avec des gens vivants, c'est normal, ils sont là, ils ont un point de vue sur ce qu'ils vous ont dit. Mais vous avez aussi un point de vue. Donc, voilà, c'est moins...
Mais c'est... Moi, je trouve que je travaille pas assez avec des gens encore vivants, donc je vais essayer de travailler plus avec des gens vivants. Il y en a plein dans la salle. Je voulais aussi vous demander, une fois que vous avez reçu tout ça, tous ces récits, parce que quand même, ça colle complètement à la peau, à la mémoire, à tout. Après, ça s'arrête, elle rentre chez elle. Et vous restez, et vous devez revenir, je dirais, par palier, quelque sorte. Et vous êtes seul après ou pas? Cette solitude profonde, oui. Une zone blanche. En tout cas, c'est très épuisant de passer du temps avec elle, parce que c'est très intense, parce que vous posez aussi la question de votre place. Vous avez fait des êtres qui ont vécu des choses très difficiles. Elle vous donne quelque chose, qu'est-ce que vous allez en fabriquer? Oui, on est profondément seul. Et c'est mieux d'ailleurs. C'est pas la question de décevoir, parce qu'au fond, la déception, c'est presque bourgeois. C'est pas la déception. C'est autre chose. C'est, vous voyez, dans le livre, dans ce travail, ce qui a été difficile, c'est quand vous travaillez sur un travail de retranscription, ce qui est difficile, c'est de ne pas trahir le timbre. C'est-à-dire chacune parle différemment. Et ça, c'est pas facile. Parce que sinon, tout est uniformisé. Ça, c'est très difficile à faire. C'est un exercice très difficile. Je suis plutôt interrogé sur ça que sur un... Mais voilà, je trouve que c'est 4 femmes très différentes. Moi qui ne suis pas père, je me suis dit, tiens, c'est drôle. Parce que les gens disent toujours, mais alors, les gens qui ont des enfants disent oui, mais alors, les gens disent oui, mais j'étais à des moments plus proches d'un tel ou plus proche de l'autre, ou je ne sais quoi. Et au fond, j'ai vécu à peu près ça, différemment, évidemment. Mais en fait, toutes m'ont exaspéré, et toutes m'ont plu, et je les ai aimées pour des raisons très différentes. Voilà. J'ai eu tout, l'exaspération. Là, c'est... mais au fond, je les aime vraiment. Je dis toujours à des amis qui ont des enfants, enfin, c'est prétentieux parce que j'ai pas d'enfants, mais autrefois, avec l'âge, j'ai des amis qui ont de plus en plus d'enfants déjà vieux. Enfin, commence à être un peu plus... Les choses sont déjà... C'est trop tard, ou c'est je sais pas quoi, enfin bref. Je disais toujours, mais je me trouvais très prétentieux, même, quand je disais ça. Je disais, au fond, accepte cette chose qui te ressemble pas dans des choix, je ne sais pas, c'est difficile. Voilà, il y a une forme, ça c'est sûr, je ne sais pas, je comprends rien à ce mot, mais une forme de tendresse par rapport à cette question. J'ai jamais réussi à faire un film sur des êtres pour lesquels j'avais pas d'empathie ou qui produisaient pas d'empathie. Alors quand on propose des trucs où les gens sont vraiment pas, je me dis, je me méfie parce que je risque de leur trouver des oui, voilà, parce que plus on se rapproche des êtres, plus les êtres regorgent d'handicap et de projets exceptionnels. Enfin, c'est toujours le danger. Mais elles, je les ai vraiment aimées tout de suite, mais avec de l'exaspération. D'ailleurs, on le sent au début, elles vous prennent un peu comme si c'était à vous de mettre de l'ordre quand elles se disputent entre elles. Mais après, elles fléchissent. Tout doucement, le camp revient. Oui. Et vous fléchissez avec, parce que vous n'êtes plus derrière. Parce que je laisse, et puis de toute façon, les gens qui se disputent comme ça, c'est pas ça. Ce qui m'intéressait, c'est pas en fait, c'est que c'était insupportable pour elle d'entendre le récit de l'autre. C'est ça qui m'a intéressé. C'est ça qui est plus intéressant. C'est insupportable, mais on comprend pourquoi c'est insupportable. Je veux dire, il y a une impatience, il y a un agacement, une irritation. Et puis, chacune veut raconter quelque chose de soi, et ce soi, il convoque l'histoire du camp, et l'histoire du camp, chacune pense avoir vu
autre chose. Je veux dire, donc c'est... Voilà. Mais ça, c'est l'humanité. Elles sont profondément... Le camp n'efface pas l'humanité. C'est très important, la question de l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai pas fait un... Ces 4 femmes qui m'ont intéressé, qui ont vécu quelque chose d'atroce, qui ont survécu à cette atrocité, mais ces 4 femmes qui ne se ressemblent pas. Enfin, ça, c'est très important. Et qui n'ont pas eu la même vie avant et après, et même pendant, c'est ça qui est intéressant. Et il y a ce trou, dont j'ai évoqué au début de la soirée, qui est très difficile à saisir. C'est cette période du camp, quand on rentre vraiment au camp, après ce qu'on les nazis avaient appelé la quarantaine, et avant la libération, ce temps-là du camp, qui est un temps chronique, et voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà, c'est ça. D'ailleurs, à propos de ça, je posais beaucoup de questions à Simone Veil, un peu déplacées d'ailleurs, parce que je sais bien de poser des questions un peu déplacées, sur justement la chronique au camp, c'est-à-dire le quotidien, sur des choses qui, moi, m'intéressaient beaucoup. Et un jour, elle m'a dit, vous savez, je ne pourrai jamais répondre à vos questions, parce que vous auriez dû me les poser en 1946, en 1945. Et puis elle m'a dit, ma sœur a écrit, juste en rentrant, quelques jours après. Et vous lirez un jour le récit que sa sœur, Milou. Et c'est vrai que c'est ce que j'essayais de chercher chez Simone Veil, mais c'était trop tard. Parce qu'on ne survit pas avec on ne peut pas survivre avec l'obscénité. On est obligé de se reconstruire. Ou on se donne la mort, mais on ne peut pas. Le nazisme, c'est une lecture, c'est un hors-champ. Je pense beaucoup au texte de Sigmund Freud, d'ailleurs, qui m'a beaucoup intéressé. Ma malaise dans la civilisation. Il y a un chapitre que je vous invite à relire. On ne lit pas assez Freud, on ne lit pas assez le penseur. On réduit le penseur au psychanalyste, mais Freud est un grand penseur. Et dans le malaise dans la civilisation, ça parle de ça. C'est très intéressant parce qu'il n'a pas été... Il est mort avant, il est mort en 1939. Mais ça parle de ça. De ce que je viens de vous dire, avec beaucoup plus de... Je voulais aussi vous dire que votre livre et votre reportage sont très importants pour les enfants des Allemands et pour les petits-enfants des Allemands. Mes petites filles sont allemandes. Leur père était très jeune pendant... Il n'était pas né même. Mais je dirais que... ils portent quand même des grands-parents qui, en principe, n'ont rien fait. Mais a-t-on vraiment rien fait à cette période, d'une façon ou d'une autre? Pouvait-on rester vivant? Ce que je veux dire simplement, c'est que votre livre, comme personne ne parle de ça en famille, votre livre a permis de continuer l'histoire. Parce que les petits-enfants, surtout, et même leurs parents, portent une culpabilité. En Allemagne, on a tué avec la musique. Après la guerre, il n'y avait plus de musique dans les maisons. Et je vois comment tout le monde se reconstruit à partir d'une culpabilité et comment ils entendent et ils lisent. Voilà, et je voulais absolument vous remercier pour ça. Ça me touche beaucoup parce que depuis le début de ma vie, quand je suis sorti de l'enfance et de l'adolescence, encore que dès l'adolescence, je me suis beaucoup intéressé à ce pays, à ce que c'était d'être allemand, avant, pendant et après. Et je me suis toujours intéressé, je pense que c'est le grand sujet des historiens du XXIe siècle d'ailleurs, la question de la société civile en Allemagne dans ces années-là. Parce qu'il n'y avait pas que des SS, il n'y avait pas que les gens sur le front. La société allemande a vécu. Et qu'est-ce que ça a été cette société? Ce sera la grande question d'ailleurs pour ce pays, pour les historiens, c'est-à-dire comment cette société a vécu à ce moment-là. Et je me suis toujours intéressé alors pour le coup, les Allemands qui ont fait un travail remarquable. Mais en Allemagne, qui est un pays qui a travaillé sur sa mémoire, qui a travaillé sur cette histoire, c'est très troublant aujourd'hui. Parce que c'est un pays où les écoles, les enseignants ont travaillé vraiment. Bien sûr qu'en France, ça s'est fait, mais ça s'est fait plus tardivement en France. Je reste profondément freudien et profondément pessimiste. Il faut continuer, mais profondément pessimiste parce que
enfin, comment dire, on quitte en ce moment le XXe siècle. Et on le quitte comme tous les siècles, on le quitte dans les années 20, 30. Et on rentre dans une zone, tout va bien se passer parce que les sociétés, on a survécu la civilisation est survécue à ce qu'on est en train de raconter. Bon, ça c'est rien ce qui se passe aujourd'hui par rapport. Mais on est confronté aujourd'hui à comment ce lien entre le XXe siècle et ce qui arrive, qui sera une autre lecture. Ce qui est normal, hein. C'est normal. On est dans une zone comme ça de grande mutation et nous sommes des enfants du XXe siècle. Mais dans les années 20, les jeunes gens qui avaient 20 ans, ce n'étaient pas des enfants du 19e siècle. C'est important aujourd'hui, parce c'est pas pour être alarmiste, c'est juste qu'on est en train on vit cette époque intéressante, d'ailleurs, c'est passionnant. Et un pays qui est confronté, comme ce pays que vous venez de citer, qui est un grand pays, qui est confronté à son histoire et qui est aujourd'hui confronté à une montée de l'extrême droite, mais de l'extrême droite d'un parti qui se revendique, qui a un lien avec le parti nazi. Évidemment que ce n'est pas les nazis de 1930, mais qui a un lien, déjà le fait d'avoir simplement un lien avec ce parti, on peut s'interroger, et c'est intéressant. On doit penser. En fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est de la pensée, c'est tout. On ne pense pas assez. On subit des événements, des informations, mais on ne pense pas, et qu'il faut penser une société. Et aujourd'hui, il y a un déficit de pensée. Et en Allemagne en particulier. L'Allemagne s'est transformée après-guerre. L'Allemagne a perdu une partie de sa langue. Les nazis ont transformé cette langue. Et il y a quelque chose d'assez sec en Allemagne. C'est un pays fondamental au sein de l'Union. Voilà. Donc là, ça me touche énormément ce que vous dites par rapport à ça, quoi. David, on avait choisi, avant de terminer, avant de passer la parole au public et bien sûr à tout le monde, il y a trois personnes qui vont vous poser juste deux petites questions, rapidement. Gérard Netter est psychologue, enseignant, il a beaucoup travaillé sur l'abandon et l'adoption, il a écrit un livre qui s'appelle La haine, et au-delà de ça, Gérard est petit-fils de déportés qui ne sont pas revenus. Donc Gérard a vécu dans la maison, bien sûr son père avait la maison, dans une maison faite d'éclats et de fantômes. Et je lui passe la parole. Bonsoir. La parole des témoins rescapés pour dire l'indicible a une force au-delà des mots et au-delà de l'histoire. C'est dire l'importance de votre travail. J'ai deux questions principales à vous poser. La première porte sur le secret et la transmission. La seconde sur la haine, l'irréparable et la place de la parole. Sur le secret et la transmission. Les rescapés des camps savent. Ils ont été exposés à un savoir qui a tout irradié en eux. Nous ne savons pas. Nous avons lu, écouté, regardé, mais c'est de quelque chose d'inimaginable qu'il s'agit. Avec des mots de tous les jours, les témoins racontent l'irreprésentable, l'indicible. Ma première question est celle-ci. Les survivants des camps nous parlent-ils d'un épouvantable secret qui échoue à être entièrement révélé? D'un épouvantable secret qu'ils ont obligation de transmettre aux vivants et dont la transmission sonne comme une dette envers les morts laissés derrière eux. Est-ce alors pour eux un récit, une agada impossible et un impossible kaddish? Sur la haine,
l'irréparable et la place de la parole. Les témoins évoquent cet impensable où s'éprouve, selon les mots de Primo Levi, la honte d'être un homme. C'est qu'il y a en nous une part obscure, une part maudite, la haine de l'autre, que tout homme doit contenir et que la transgression nazie a transformée en haine de l'homme. Les témoins décrivent le processus d'anéantissement, une déshumanisation conçue, organisée et réalisée par l'homme de manière méthodique et industrielle. Ce qui est atteint là est irréparable. Ma question sera double. La parole de ceux qui sont revenus des camps permet-elle au moins, selon vous, de restaurer le sacré du vivant qui a été anéanti en chacun, psychiquement, dans son intimité et dans sa chair? Les témoins racontent aussi comment leur parole s'est heurtée à l'indifférence, au déni et à la relativisation. Après les témoignages des survivants, comment est-il possible que le ça du plus jamais puisse encore et encore s'échapper du cachot de la honte? Mais merci infiniment pour votre intervention. Je vais répondre sur un point que vous avez abordé. D'abord, bon, le sacré de la vie, je ne sais pas trop. C'est pas un terme que j'emploie. Mais d'abord, il faut savoir que les premiers à ne pas avoir voulu entendre les survivants, c'était les Juifs. Dans les familles juives, parce que c'est impossible d'entendre les survivants. Ils ont un savoir que nous n'avons pas, et ce savoir, on ne peut pas le transmettre. On transmet le récit de sa déportation, mais en réalité, on ne transmet pas comme dirait un philosophe que je ne vais pas citer parce qu'il a un passé nazi, c'est tragique, mais il y a une forme Et moi, j'ai toujours demandé aux déportés s'ils avaient pu parler déjà en famille. Les déportés disaient non, parce qu'en famille, on ne voulait pas entendre ces juifs qui revenaient des camps. On avait envie de vivre. La mort n'est jamais convoquée après une période où la mort a été au centre de la vie. Donc c'est le rapport non pas du sacré de la vie, c'est tout simplement le rapport de la survivance et d'un savoir qui est intransmissible. C'est ce qu'on appelle l'indicible. Je vais revenir c'est anecdotique, mais c'est pas si anecdotique que ça. Il y a quelques années, j'avais fait un travail sur Simone Veil et ses sœurs. Et il y avait évidemment 2 sœurs qui avaient été déportées avec leur mère à Auschwitz-Birkenau. Et une sœur n'a pas été déportée avec sa mère et avec ses 2 sœurs. Il y a quelque chose qui n'a jamais pu, qui est quelque chose d'assez terrible, c'est pour la sœur qui avait été déportée en tant que résistante, c'est de ne pas avoir été témoin de cet indicible et de la mort de leur mère. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose, et c'est comme ça aussi, il y a des choses dont on n'a pas accès. C'est aussi leur part à eux, c'est leur vie, c'est ce qu'on leur a fait subir, c'est leur part à eux, et ils ont écrit leur histoire avec... Je vous recommande le livre remarquable de Annette Viviorca, L'ère du témoin, qui est passionnant, parce que 2 choses, L'ère du témoin et La nuit de Elie Wiesel. Elie Wiesel a écrit 2 versions de La nuit. Une version que personne n'a lue, qui faisait presque 500 pages, qu'il a écrit juste après la guerre, dans sa langue maternelle, qui n'était pas le polonais, ni l'anglais, ni le français, qui était le yiddish. Quelqu'un l'a lu, un éditeur important de cette maison à l'époque, et il lui a dit c'est pas possible, il faut réécrire. Il a réécrit La nuit. Et la version de La nuit, 10 ans plus tard, et la version de La nuit au lendemain de la guerre, c'est pas du tout la même chose. Parce que
il y a quelque chose, alors je crois vraiment profondément, qu'on ne peut pas transmettre. On ne peut pas transmettre, c'est pas une transmission, la barbarie, l'obscénité. Ça ne se transmet pas. Voilà. Donc c'est quelque chose qui appartient aux survivants et quelque chose auquel on n'a pas accès. Les historiens pourront toujours travailler sur... mais voilà. Et d'ailleurs, certainement les témoignages les plus crus sont ces témoignages, il y en a eu très peu, mais il y a eu quand même quelques témoignages juste après-guerre, qui ont été édités, où ça parle de ça. Mais voilà, il faut savoir les déchiffrer. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est ce que j'ai envie de vous répondre. Merci Gérard, merci. Hélène Vecchiali, Hélène est psychanalyste. Son père était résistant, il a été emprisonné, je crois. Il a rencontré sa mère qui était ambulancière aussi. Hélène, tu as 2 questions, je crois. Oui. Bonsoir. Avant de poser les questions, je voulais juste vous dire merci. J'ai 2 questions. Je voudrais revenir sur mère et fille en tout premier lieu. Et ma deuxième question, ça va être sur la résilience. Mère et fille, au milieu de toute cette inhumanité, de toute cette perversité, il semble qu'il soit resté quelques bulles d'humanité, comme des fragments d'amour, grâce à ces relations mère-fille. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est exact? Ma deuxième question sur la résilience. Le mot de résilience est régulièrement employé pour nommer la capacité des déportés à retrouver une forme de normalité. Pour ma part, résilience me paraît ici inadaptée. L'horreur vécue dans les camps ne relève pas des traumatismes habituels. Il ne s'agit pas d'une simple épreuve de la vie. Ce que les déportés ont subi, c'est une rupture radicale avec l'humanité même, une destruction de leur identité d'être humain. Il me semble qu'il n'existe aucun terme adapté pour décrire le défi de retrouver son humanité volée, arrachée. Pensez-vous comme moi que ce terme de résilience est inapproprié? C'est un terme que j'emploie jamais. C'est un terme qui m'est complètement étranger. Sur la question de la première question, qui est la question mère-fille. En fait, je voudrais croire que c'est une petite bulle d'humanité et d'amour. Mais vous savez, chaque histoire a son récit, enfin chaque histoire... J'ai même envie d'être un peu plus psychanalytique. Pardonnez-moi, mais la construction d'imaginaire. C'est-à-dire, vous imaginez bien que les déportés ne sont pas étrangers à la construction d'un imaginaire. Donc, d'ailleurs, quand on entend certains récits, on sait très bien que c'est complètement imaginaire. Ça, pas le fait d'avoir été déporté, pas le fait d'avoir été témoin d'extermination, mais il y a forcément quelque chose qui est réécrit, oui. C'est difficile de répondre à votre question, parce que c'était compliqué de trouver de l'humanité au camp. Voilà. Tous les déportés qui ont le courage de le dire, le disent. Parce que ce n'était pas un lieu qui convoquait de l'humanité. Voilà. C'est ça que j'ai envie de vous répondre. Gabriel Bockstein. Gabriel est, je crois, écrivain, journaliste, enseignant aussi. Vous avez écrit un livre, Le chant des ferrailleurs. Voilà. Et Gabriel Bockstein s'appelle aussi Hervé Veil. Il vous expliquera pourquoi. Non, c'est un pseudonyme que j'utilise pour mon podcast. C'est un podcast littéraire et en fait c'est Hervé Guibert et Simone Veil, W-E-I-L. Ça me plaît beaucoup. C'est un peu complètement surréaliste, mais ça me plaît beaucoup. C'est ce qui me plaisait aussi. Non, j'avais 2 questions assez courtes. La première, c'est au sujet de Ginette, qui affirme qu'elle n'a jamais parlé de la déportation avec son mari et qu'elle n'en parlait pas non plus avec son fils quand il était petit. Et ma première question, c'était justement puisque vous abordez la question de la transmission
dans la mémoire collective et la mémoire publique. Comment s'est opérée, si elle a eu lieu, cette transmission dans la sphère privée, dans la famille? Comment la parole a pu émerger dans la sphère familiale? Et ma deuxième question, c'est sur la construction du livre. Vous alternez des dialogues, quelques dialogues entre les différentes femmes et des morceaux de récit. Pourquoi avoir choisi cette forme-là pour retranscrire ces histoires? Alors, la première question qui pose une question, je vais encore revenir à un dispositif psychanalytique, c'est-à-dire que la transmission, elle existe même quand on ne transmet pas. Je veux dire, imaginez avoir une mère surveillante des camps, même si elle ne vous en parle pas, ça existe. C'est là. Donc, il y a plusieurs manières de transmettre. Mais on n'est pas maître de sa transmission. J'ai vu une magnifique pièce, d'ailleurs, au théâtre magnifique pièce d'un dramaturge, metteur en scène hongrois, d'ailleurs, que je vous invite à voir, mais je crois que c'est fini, justement sur cette question. C'est l'histoire d'une femme qui a été déportée en Hongrie, qui est hongroise et qui est revenue en Hongrie, qui a vécu à Budapest toute sa vie. Et c'est vrai qu'ici, on ne sait pas comment ça a été vécu, la Shoah, de l'autre côté du mur. Mais il y avait des survivants, il y avait des gens qui parlaient de ça ou pas, mais ça existait de l'autre côté du mur. Et puis, on est dans les années 90, elle a une fille qui essaie d'échapper au silence et au récit de cette déportation et qui va vivre dans les grandes années à Berlin pour échapper à cette histoire. Et finalement, elle est rattrapée par cette histoire, évidemment. Et puis, elle a un fils qui est gay, qui pense aussi échapper à sa mère, qui elle-même pensait à échapper à sa propre mère, et qui va vivre son homosexualité de façon absolument, disons, excessive, enfin vraiment. Et c'est très intéressant. Et au fond, au moment où la grand-mère meurt, il va à Budapest. Ça veut dire quelque chose qui va beaucoup vous choquer. Il va à Budapest, ce garçon. Ils n'en peuvent plus de cette histoire. Parce qu'il y a le mur, il y a la Hongrie, cette femme qui essaye d'échapper à cette mère et qui finalement est rattrapée par la Shoah en étant à Berlin. Ce fils qui considère que son homosexualité est davantage son identité que l'identité d'être un petit-fils de survivant, mais qui lui-même est rattrapé par cette question. Et il organise, dans l'appartement de la grand-mère, une orgie extraordinaire avec des mecs. Et donc ils partent juste à la veille de l'enterrement, la mère arrive et puis elle voit une espèce de bazar, comme ça. Et j'ai jamais vu un truc aussi intelligent sur la transmission, sur l'impossibilité d'échapper au trauma. Et la mère dit, mais quand même, enfin, c'est avec le drap qui devait envelopper ta grand-mère, enfin. Mais elle est intelligente, la femme, le metteur en scène aussi, ils sont pas, ils produisent pas des... Et j'ai jamais vu un truc qui m'a aussi troublé sur la question que vous posez. Je sais pas si je réponds à la question, mais voilà. C'est très compliqué d'échapper au trauma familial. On peut le déplacer, mais comme disait Lacan, le refouler revient au galop, je veux dire. La formule est un peu galvaudée, mais ce spectacle m'a vraiment marqué. Et votre question me fait tout de suite penser à ça. Merci. Maintenant, au public qui veut poser des questions. Pierrette, tu veux? Bon, d'abord, bonjour et merci. Bonjour. Merci pour votre récit, parce que ça me touche au plus profond. J'ai 83 ans. Je ne suis pas une survivante. Je suis née pendant la guerre. Et comme vous dites, j'oublierai jamais tout ce que la vie a fait que j'ai jamais pu oublier finalement. À chaque fois, le trauma, comme vous venez de dire, me rattrape au galop. Et aujourd'hui, je suis venue, je suis toute cassée, comme vous pouvez voir,
mais je suis là. Je suis là avec une amie jeune, avec qui j'essaie de transmettre des choses. Et c'est l'amitié qui me tient debout. Et j'ai été professeur. C'est par la littérature, par la fiction, par tout ce que j'ai transmis à mes élèves, les projets que j'ai faits, des projets complètement fous, qu'on me traitait de folle dans mon collège, qui m'ont permis d'être debout aujourd'hui. Parce que j'aurais pu mourir je ne sais combien de fois. J'aurais pu mourir à 7 ans, j'aurais pu mourir enfant pendant la guerre. Par miracle, on a été sauvés, mon père a été sauvé, je vous raconterai un jour. Mais j'ai beaucoup de choses à raconter. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est Talmudy qui m'a poussé à venir ce soir. C'est grâce à Marc Alagouti, c'est grâce à Vievorka que je suis là ce soir. Je voulais vous le dire et je voulais vous dire merci. Écoutez, je suis très touché. Je suis très touché et je crois profondément à ce que vous dites. C'est-à-dire, je pense que nous avons tous besoin de fiction pour survivre. Exactement. Et je suis très phonienne, je voulais vous le dire aussi. Eh bien, écoutez, Mais 40 ans de psychanalyse, et non. le codin me rattrape tout le temps. Ben oui. Malgré 40 ans de psychanalyse. Voilà. Elle a écrit un très beau livre, L'homme sans larmes, qui était son père, justement. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup tout ce que vous dites là. Je pensais à la résistance. En fait, je pensais, pendant que vous parliez, à Charlotte Delbo, donc à ses livres, à ses témoignages. Et en réalité, elle a pu écrire cette histoire. C'était le seul convoi de déportés non-juifs politiques qui est parti à Auschwitz et presque personne n'est revenu. Aucun de nous n'est revenu, écrit-elle. Et elle raconte au jour le jour sa déportation. Elle n'était pas juive, mais tout était en danger mortel, toutes étaient en danger mortel. Et il y a une solidarité, par exemple, pendant l'appel, il y avait toujours une fille qui aidait l'autre à ne pas tomber, parce que si elle tombait, elle était morte, à donner un tout petit morceau de pain, à l'empêcher d'aller aux rivières, parce que les rivières, c'était foutu. Après, on était tués, quoi. Et ces gestes quotidiens qu'elles avaient alors qu'elles étaient décharnées, qu'elles n'en pouvaient plus. Charlotte Delbo et d'autres amis ont organisé des séances de théâtre, Molière, etc. Elles ont ri ensemble et tout, alors que petit à petit, elles se décomposaient. Alors ça existait. Ensuite, Charlotte Delbo a revu ces personnes-là, ces femmes. Elle ne les a pas reconnues. Elles étaient toutes complètement au bout du rouleau, disons. Et menant une vie, comme arrêtée. Hein. Et donc elle a cessé de les voir parce qu'elle n'a pas reconnu toutes ces jeunesses qui étaient autour d'elle, qui étaient solidaires, qui ont réussi à s'épauler, quoi. Je veux dire que ça, c'était fondamental. Parce que j'ai vu le film, j'ai pas lu votre livre, elle ne parle pas de résistance vraiment, elle résiste pour elle-même. Il y en a une qui dit, je ne sais plus laquelle, mais quand il y en avait une qui mourait à côté, on était soulagés. Mais c'est pas vrai pour celles comme Charlotte Delbo et ses amis et ses camarades qui ont résisté. Alors c'est très différent parce que ce que je disais au début de soirée, c'est dans les camps, les gens qui avaient vécu la clandestinité, les gens qui avaient vécu dans des réseaux, qui avaient des engagements avant-guerre, pendant la guerre, avaient des modes de solidarité qui n'étaient pas les mêmes que les déportés qui arrivaient dans des camps, qui n'avaient pas du tout cet apprentissage-là, de la clandestinité, de la solidarité. Donc c'est très différent ce qui se passait, les solidarités entre des résistants ou entre des gens qui étaient des acteurs de la résistance dans les camps et les juifs qui arrivaient comme ça
Il y a des juifs résistants. Oui, oui, non, mais je parle. Et d'ailleurs, oui, mais je parle pas de ça. Je parle des résistants dans les camps. Il y avait deux solidarités dans les camps juifs. Ceux qui étaient des résistants et les rapports mère-fille, ou les rapports, des rapports très proches, ou des amitiés qui sont tout de suite créées au début, ce qu'on appelait pendant la quarantaine. Et si vous abordez une question importante, c'est que c'est très différent quand on a eu l'apprentissage de la clandestinité, l'apprentissage de l'engagement. C'est très différent. Les résistants, les gens qui avaient été résistants ou membres du parti communiste dans les pays, dans ces pays-là, avaient des réseaux dans les camps de solidarité qui excluaient les gens qui n'étaient pas voilà. Et vous posez avec beaucoup de justesse cette question. Pas pareil, là on va essayer de... C'est cette femme qui dit, je ne sais plus, une des quatre qui dit, on était contente d'avoir le chalet, quoi, enfin la place de la morte. Ça n'aurait pas existé avec celle qui résistait. C'était impossible, vous n'aurez pas pensé ça une seconde. Ça m'a un petit peu... C'est très différent parce que... Interpellé, disons. Oui, bien sûr, mais parce que c'est violent. C'est-à-dire quand vous n'aviez pas, j'allais dire, d'éducation politique, vous vous retrouvez dans un camp sans vos parents, sans votre mère, sans une sœur ou sans une amie d'enfance, vous êtes seul. Et vous êtes seul et c'est plus difficile de survivre. Voilà, bonsoir. Alors je voudrais faire deux petites remarques et puis une question. La première remarque, vous parliez de rêve. Il se trouve qu'en tant que membre d'un jury littéraire qui est le prix Littré, je viens juste de lire un livre qui s'appelle Les Aventurières, écrit par Isabelle Molot, qui raconte la fuite d'une famille juive pendant la guerre. C'est une fuite sans fin. Et je me suis arrêté sur un mot parce qu'à un moment donné, elle parle des nazis et elle dit « Vous n'aurez pas mes rêves ». Et c'est exactement ce que vous avez dit à propos des camps de concentration. La deuxième petite remarque, vous parlez d'homme, je suis un homme inachevé. Mais quelle chance! Parce que c'est pas le but qui est important, c'est le chemin parcouru. Alors la question, j'ai eu la chance de vivre aux côtés pendant plus de 20 ans aux côtés d'une personnalité artistique qui habitait ici, d'ailleurs, rue Saint-Simon. Et elle avait été une grande résistante. Et avec son mari qui était médecin, ils ont été parmi ceux qui ont accueilli les déportés à l'hôtel Lutetia. Elle m'en parlait souvent. Et elle me disait que ce qui l'avait frappé à l'hôtel Lutetia, c'était le silence. Personne ne parlait. Ils étaient tous là à la queue leu. Et un jour, elle avait parlé à un déporté en disant « Mais ce silence est absolument terrible, c'est frappant ». Et le déporté lui avait dit « Mais on ne peut pas parler parce que ce que l'on a vécu, c'est au-delà des mots. » Et puis j'ai vu votre documentaire, alors je dois dire j'ai été complètement scotché par ce documentaire, et elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup de leur expérience et elle parle beaucoup entre elles. Elles s'engueulent même, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de cet état de sidération, par exemple, de l'hôtel Lutetia, ou sidération de Simone Veil, qui n'en a parlé que très tard, à cette libération de la parole? Est-ce vraiment une simple question de temps? D'abord, ça arrive tard, parce que la plupart de ces femmes n'ont pas parlé pendant très très longtemps. Et c'est la deuxième génération, c'est les petits-enfants, pas les enfants qui ont fait parler les déportés, ce sont les petits-enfants. Les enfants portaient cette charge, c'était très très difficile ce silence. Et les gens qui n'ont pas parlé, qui sont morts à 70 ans, peut-être auraient parlé autant 20 ans plus tard. C'est une question de temps, c'est une question... Aujourd'hui, on est obligé de situer ça dans le temps.
c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ce sont même les arrière-petits-enfants. Donc la relation à cette histoire, et disons que le trauma n'est pas porté avec le même poids quand on est l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille, ou la petite-fille ou le petit-fils, et la mère. Il y a une cinéaste que je vous recommande, que j'aime beaucoup, qui est vraiment une fille déportée, Chantal Akerman. Je vous la recommande parce que d'abord c'est une très très grande artiste, c'est une grande cinéaste, et une magnifique écrivaine. Et elle a vraiment parlé de la question mère-fille, avec beaucoup de force. Et c'est une fille survivante. Donc elle survivante. Et elle en parle comme une fille survivante, pas comme une petite fille survivante. Et dans le livre que je vous recommande, de Ruth Kluger, je reviens toujours avec Kluger, sa mère, quand elle arrive au camp, lui propose le suicide. Et après-guerre, on a beaucoup voulu à sa mère, parce que les gens se suicidaient beaucoup dans les camps. C'est pas très... Et après-guerre, elle en a voulu, et puis elle a eu un enfant. Elle a compris, quand elle a eu un enfant, ce geste fou de sa mère. Mais elle a compris ça 30 ans après. Il ne faut pas négliger la question du temps, qui n'est pas réparateur, c'est grossier de parler de réparation, mais qui produit autre chose, enfin. Par rapport au silence après, moi, mes grands-parents sont morts en déportation. Mon père était donc l'enfant des déportés, dont il n'a jamais pu parler, jamais, lui, alors qu'il n'avait pas été déporté. Moi, je me souviens, je demandais, mais elle est où ma grand-mère? Et il me disait, mais elle est partie à Auschwitz. Pour lui, ça voulait tout dire. Moi à 4 ans, je ne savais pas ce que c'était Auschwitz. Et donc, ça me fait penser à un livre aussi de quelqu'un d'autre qui s'appelle Hélène Epstein, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très bien, qui s'appelle Le traumatisme en héritage, et qui est un très beau livre parce que c'est en effet la question du traumatisme qui se transmet gentiment de génération en génération, et qui se filtre, parce que je crois que ma fille, elle va beaucoup mieux que moi par rapport à cette question. Et il y a un autre livre dont j'avais envie de vous parler aussi, c'était, vous parliez tout à l'heure des naître témoin, naître bourreau, naître victime. Vous le connaissez, ce livre? Oui, bien sûr. Voilà. Parce que c'est par rapport à l'Allemagne. Bien sûr, bah, c'est alors c'est un très beau livre. Alors c'est compliqué parce que l'un des auteurs, enfin l'auteur, vient de l'extrême droite allemande. Et vient de l'extrême droite allemande et a pris conscience, par la grande surprise de la vie, qu'il était un petit-fils de déporté. Et c'est intéressant, il a changé de camp. C'est la question de ce pays qu'on parlait de l'Allemagne, où c'est à ce moment-là que j'ai pensé. Tout est... Voilà. Mais moi, j'avais rencontré parce qu'il faut... Les anecdotes, c'est toujours pas intéressant. J'étais très jeune, je faisais un travail en Israël où j'achetais des films pour un grand musée en France. Et j'ai été tombé sur un monsieur qui avait un accent et je lui dis oui, vous êtes... Il me dit je suis belge, enfin je suis flamand, tout ça. Il a un accent polonais terrible. Il me dit non, mais flamand. Et je lui dis mais votre famille? Il dit ma famille elle est restée en Pologne. Et il y a 30 ans, on ne rebondissait pas. Non. Voilà, on faisait attention. Voilà. C'était une anecdote, mais c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué. Merci à tous, vraiment d'être venus. Merci à David, bien sûr. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Et je voulais dire merci à tous, merci à Anne, bien entendu, qui nous a accueillis, qui a conduit aussi formidablement cette rencontre, à l'équipe des libraires qui est là, à la librairie Gallimard. Je voulais vous dire, on sait, c'est mon discours de fin, discours c'est un grand mot, on sait que lors d'une grossesse, les cellules de l'ADN maternel migrent vers le fœtus. Ce que l'on sait moins, c'est que les cellules du fœtus migrent vers la mère. Elles se logent dans tout son corps, même après l'accouchement,
Et même si la grossesse n'est pas menée à terme, c'est pour la vie et c'est de la biologie. On appelle ces cellules les cellules chimériques. Et c'était dans le film de... Voilà. Ce soir est un soir où nous sommes tous porteurs de cellules chimériques. De quelque sexe que nous soyons, ce n'est pas le phénomène biologique, mais cette part humaine, vivante qui est en chacun. Ce soir, nous portons les cellules chimériques de tout ce qui a été et cellules mémorielles bouleversantes. Et David Théboul est peut-être celui qui est le plus porteur de ces formidables cellules. Nous sommes émus de le recevoir, bien sûr, de l'avoir reçu, il est toujours là, et avec lui tous ces récits terribles qu'il a su transformer en hymne à la vie. Les filles du Burquenot, Isabelle Choco qui nous a quittés en 2023, Judith Elkan-Hervé, Ginette Kolinka, Esther Seno sont présentes ce soir, fortement présentes. Et en ce soir en particulier, elles font leur récit comme un barrage au pire. Alors, merci à elle, merci à David qui a transformé tout ça, et merci aux éditions Les Arènes, et merci à Anne Guizoli et son équipe qui nous a reçus.